Bonjour sur cette conférence où on va parler de Chaos Engineering. Donc on va regarder comment casser des trucs. Donc je m'appelle Kelvin Audier et je travaille au sein d'Amadeus, donc une société qui est dans le transport et le voyage, mais si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas d'aller voir le bouffe au 2e étage. Et ben au sein d'Amadeus, je travaille à casser des trucs. Donc je travaille sur les services liés sur les sujets liés au Chaos Engineering, donc donner des services aux autres équipes de Chaos Engineering. Donc aujourd'hui, on va voir un peu comment ça marche derrière les outils de Chaos sur Kubernetes, à partir d'un simple nom d'un pod, quelques informations d'un pod, on arrive à créer une perturbation réseau. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont déjà entendu parler du Chaos Engineering? Non, même beaucoup de personnes. Mais pour ceux qui n'ont pas entendu, je vais faire une petite récap du sujet. Donc le Chaos Engineering est un sujet où on va injecter des perturbations dans un système ou dans une application pour tester sa robustness et sa résilience. Et aussi potentiellement détecter des problèmes. Pour ce faire, il y a des principes qui sont mis en place où on va partir de notre système d'un état stable, ce qui n'est pas toujours facile à avoir, parce que déjà si c'est déjà en feu, ça ne sert à rien de mettre plus de choses en feu. Et à partir de cet état stable, on va prévoir des hypothèses sur comment notre système va réagir à des perturbations. Donc ici, c'est souvent là où on a les rêves des développeurs et des architectes, que notre système il est résilient, il va se scale up, il est redondant, ça va se redémarrer tout bien. Mais après, il y a la réalité, où au lieu de faire que des hypothèses, on va vraiment injecter des perturbations. Et sur ça, on en a plein de possibles, que ça soit lié au réseau, que ça soit lié à des problèmes de disque, des problèmes de CPU. Sur ça, si vous avez besoin d'idées, n'hésitez pas à demander les gens qui s'occupent de la production, ils en auront plein, ça ne manquera pas du tout. C'est d'ailleurs une bonne idée de regarder les incidents qu'il y a déjà eu comme source d'inspiration pour les premiers tests de Chaos. Et ensuite, une fois qu'on a exécuté les tests, on récupère les résultats, voir qu'est-ce qui s'est bien passé et qu'est-ce qui s'est mal passé. Par exemple, les systèmes d'alerting ont bien fonctionné, mais l'application n'a pas redémarré du tout. Donc c'est parfois là aussi où on casse les rêves des développeurs et des architectes et on voit ce qui se passe. Et à partir de ces résultats, on les analyse, on améliore potentiellement les systèmes et ensuite on recommence soit en changeant les hypothèses, potentiellement parce qu'on en a appris plus sur le système, ou en réessayant les mêmes hypothèses et en espérant cette fois-ci qu'elles marchent bien. Au niveau après des bénéfices un peu qu'on peut trouver au Chaos Engineering, donc il y en a plein et dans l'introduction j'en ai parlé, il y a la résilience et à ce genre de choses, mais j'aime bien en remonter 3. Le premier, c'est que ça permet d'avoir plus de confidence sur l'application ou sur le système, surtout si on a un système qui n'est pas encore arrivé en production, c'est tout nouveau. Avant, plutôt qu'attendre que les problèmes arrivent, c'est d'être proactif sur des problèmes qui arrivent régulièrement. Et comme ça, on a plus de confidence qu'une fois qu'il sera vraiment en production ou avant que les problèmes arrivent, ça peut tenir. Le deuxième point, c'est que maintenant, dont par exemple avec Kubernetes, il y a de plus en plus de systèmes de résilience. Et il faut les tester aussi, ces systèmes de résilience. Et c'est une chose qu'on fait avec le chaos testing, en les utilisant vraiment. Que ce soit des systèmes plutôt bas niveau, ou même parfois ça peut être plus haut niveau, comme des systèmes de disaster recovery ou de tonal resiliency. Et enfin, un troisième bénéfice qui est souvent utilisé quand nous, on utilise des services au sein d'Amadeus, c'est pour valider des fixes. Donc par exemple, on a eu un incident en production. Je prends l'exemple où il y a eu une perte de données après une coupure réseau. Il y a un fixe qui a été mis en place, mais il a été impossible de vérifier est-ce que le fixe marche vraiment. Avec le Chaos Engineering, on a reproduit les symptômes qu'il y avait en prod et vérifié si le fixe marchait bien ou pas. Donc aujourd'hui, on va voir comment fonctionne un peu le chaos derrière la scène. Mais pour voir un peu l'existant, je vais présenter comment, via un outil de chaos testing, ça ressemble avant de le faire à la main.
Donc là, l'outil qui est à l'écran, c'est l'outil Litmus Chaos. Donc c'est un outil qui est en lien avec Harness. Donc si vous en leur parlez, je pense qu'ils seront très contents. Et c'est un projet de la fondation CNCF. Donc quand on est sur cette interface, on peut facilement choisir et ajouter différents types d'incidents. Donc là, on a toute une liste, et on choisit celui qu'on veut. Là, vu que la question est liée à la perte de réseau, je vais choisir celui-ci. On sélectionne quelques informations pour sélectionner notre application. Donc par exemple, là, je choisis un deployment sur le namespace default et avec une application Nginx. On peut configurer plus en détail la perturbation, que ce soit quel conteneur spécifiquement on veut attaquer, la durée de la perturbation, combien de pourcentage de paquets on veut perdre, et ce genre de choses. Et aussi avec Litmus Chaos, il y a une possibilité d'ajouter des vérifications pour tester automatiquement l'hypothèse. Mais si ça, on ne va pas le faire via l'outil, on va le faire à la main. Mais avant, donc là, c'est là où on va partir en voyage. Mais pour le voyage, on va voir où est-ce qu'on veut aller. Et donc là où on veut aller, c'est attaquer une application. Donc pour la démo, j'ai installé un cluster local où il y a un cluster kind avec 2 worker nodes, un master et une simple application deployment. Et donc du coup, on va attaquer l'application que j'ai déployée. Mais ça ne marche pas comme un puzzle UI. Destroy application, c'est un peu plus complexe que ça dans la vraie vie. Parce que l'application, elle se trouve dans un conteneur, qui se trouve dans un container runtime, qui se trouve dans un nœud, et qui se trouve dans un Kubernetes cluster. Donc on a tout ça à traverser avant de pouvoir vraiment commencer à s'amuser, à tout casser. Et donc c'est le voyage qu'on va faire, en partant des mêmes informations qu'il y a sur l'UI, de aller suffisamment profondément pour créer les perturbations. Et donc on va le faire directement en live démo. Est-ce que vous voyez suffisamment bien ou est-ce qu'il faut que je zoome plus? Plus. Du coup, pour commencer, on a quelques informations comme les labels, le namespace ou de quel type de deployment notre pod vient, mais ça ne suffit pas. C'est pour ça qu'il faut plus d'informations. Donc là, je le fais, c'est l'équivalent qui va être fait via l'outil Litmus Chaos, où on retrouve dans cette commande le namespace, le replica set qui est indirectement le deployment, et les labels de l'application. Et toutes les informations du pod ne nous intéressent pas. Ici, il y a principalement 2 informations qui nous intéressent. Le nom du nœud sur lequel se trouve notre pod, et notre conteneur surtout, et l'ID du conteneur sur le nœud. Donc là, on retrouve les informations qui sont nécessaires. Et donc là, on a fait la première étape du voyage, où on n'est plus à l'échelle du Kubernetes cluster, on est à l'échelle du nœud. Sauf que là, ça se complexifie un peu plus. Parce qu'on doit passer à l'étape du nœud au container runtime. Sauf que le container runtime, on ne peut pas y accéder directement comme ça, ou pas facilement via la ligne de commande. Et c'est le même problème qu'il y a avec les outils de Chaos. Et pour ce faire, pour résoudre ce problème, on va créer un pod, qu'on appelle un helper, qui va être au même node que celui où se trouve l'application, avec des permissions particulières, des configurations particulières, qui va lui permettre d'interagir avec le container runtime. Donc, si je monte la configuration du helper que nous avons monté le container runtime. Ici, c'est un conteneur D, donc pour que le pod puisse y accéder. Et on a besoin de certaines permissions et de certaines, surtout au niveau sécurité, niveau réseau et système, pour après, plus tard, retrouver les informations et injecter la perturbation réseau. Et on a aussi besoin d'accéder au processeur du node
Parce que derrière l'application, notre application, c'est un processus qui tourne sur le nœud. Donc, ce pod, je l'ai déjà déployé sur notre cluster. Donc là, je suis sur une interface K9s et on va se connecter directement en shell à cet helper. Et donc là, si on essaie de commencer à interagir avec, on peut recommencer à retrouver les informations sur le container runtime, par exemple là, la liste des conteneurs. Et c'est là où va venir la deuxième information qu'on a récupérée du pod. Donc c'est l'ID du conteneur qui va permettre de récupérer plus d'infos sur ce conteneur. Et l'info qui nous intéresse particulièrement, c'est l'ID du processus. Et c'est à partir de ce processus ID qu'on va pouvoir commencer à créer la perturbation. Donc là, déjà, on a fini le voyage. On est passé du nom du pod et des labels au l'ID du processus. Et maintenant, on va injecter la perturbation. Sauf qu'on ne veut pas tout casser sur le nœud. On veut casser que ce qui est spécifique à l'application. Et pour ce faire, on n'a aucune configuration particulière à faire. On va réutiliser déjà l'existant du système de conteneurs dans Kubernetes. Parce que un conteneur, ce n'est pas qu'un processus. Ça utilise aussi plein d'autres fonctionnalités du kernel Linux, comme les cgroups qu'on entend beaucoup parler, les capabilities et le semcomp pour plus les côtés sécurité. Et celui qui va nous intéresser, c'est les namespaces. Parce que du coup, le container runtime, quand il va créer un conteneur, il va aussi créer un namespace, même plusieurs namespaces, ou par exemple un namespace réseau, un namespace processeur, un namespace file system, où à l'intérieur, seulement ce qu'on peut voir dans le conteneur est accessible. C'est-à-dire que le processus de notre application est isolé par rapport au processus par exemple, d'autres conteneurs. Ce qui fait que entre deux conteneurs, quand on fait un ls ou un top, on ne voit pas les informations des autres conteneurs. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir créer une perturbation uniquement sur notre conteneur. Parce qu'on va modifier la configuration réseau du namespace du processus et pas toute la configuration réseau du node. Et donc là, maintenant, on va faire l'injection de la commande avec une très grosse commande qui n'est pas très jolie. Et on va voir comment elle marche, cette commande. Déjà, on a besoin d'un peu de permission. Et après, il y a la partie NSEnter. Donc, cette partie de cette commande va dire qu'on va exécuter la suite de la commande à l'intérieur d'une espèce réseau du processus. Donc, c'est pour ça qu'il y a le -n, c'est pour dire que c'est un processus, un espèce network. Donc ça, c'est la première partie de la commande. Et la deuxième partie de la commande, c'est là où la commande qu'on va exécuter, c'est tsdisk. Donc TC, c'est pour une commande qui va manipuler la configuration réseau du processus. Mais ce qu'on va modifier principalement, c'est les QDisk. Donc les QDisk, c'est pour Queuing Discipline. Est-ce qu'il y en a déjà qui en ont déjà entendu parler de ce concept? Donc on a une magnifique diagramme sur qu'est-ce qui se passe quand un paquet doit sortir du processus et doit arriver à Internet, mais on s'en fiche. Parce qu'il y a beaucoup de choses complexes et dans notre cas, on a besoin que d'une petite partie, qui est donc les QDisk, qu'on peut simplifier en voyant ça comme une queue. Quand les paquets doivent sortir, ils passent par cette queue et après ils sont envoyés à l'interface réseau par la suite. Et donc c'est ce qu'on va faire dans la suite de la commande, c'est qu'on va manipuler le QDisk pour l'interface réseau EF0 qui était dans la configuration sur Litmus Chaos. Parce que potentiellement, si on a plusieurs interfaces réseau, on ne devra pas attaquer ou créer une perturbation sur la même. Donc là, sur cette partie-là, on va dire qu'on va ajouter une nouvelle configuration sur le QDisk qui est
de sortie, donc ça va impliquer les paquets sortant du processus, donc c'est uniquement l'ingress. Et enfin, la dernière partie de la commande, c'est là où vraiment on s'amuse et qu'on crée la perturbation, avec le netem loss. Donc le netem qui correspond à Network Emulator, c'est un outil du kernel Linux qui permet de créer différents comportements au niveau des QDisks, comme par exemple donc, la perte de paquets. Donc ici, c'est la perte de l'intégralité des paquets, mais possible aussi de corrompre des paquets, de créer de la conjonction, de faire des duplicats, qu'il y ait un mélange des paquets dans la queue. Et c'est ce qu'on va faire à la main et dans cette commande. Donc avant d'injecter cette commande, on va regarder sur l'application qu'on va attaquer que les réseaux marchent toujours bien. Donc on va contacter le site de la rivière ADF. Pour l'instant, on peut, mais plus pour longtemps. Et maintenant, en retournant dans l'helper, on va injecter la commande. Donc là, la seule différence par rapport à la commande que j'ai montrée, c'est le numéro du PID, du process ID, et on va injecter la commande. Donc ici, une nouvelle règle s'est créée sur le QDisk qui dit que tous les paquets sont perdus. Et si maintenant je recommence la même commande qu'auparavant, on n'a plus d'accès. Ici, toutes les personnes externes peuvent continuer d'accéder à mon application, mais mon application ne répond plus. Donc là, par exemple, j'ai timeout. Bien sûr, c'est aussi important d'enlever cette configuration. Et donc, c'est ce que je vais faire avec une commande assez similaire, où là, ça va être juste dire d'enlever la configuration que j'ai mis auparavant. Donc, c'est comme ça que ça marche un peu derrière la scène. Une fois qu'on a accès à ce niveau, il y a aussi d'autres types de perturbations qu'on peut faire. Par exemple, on peut créer un nouveau processus dans le conteneur qui va manger de la mémoire pour créer de la pression CPU, de la pression mémoire, ou même de la pression du disque. Et on ne casse pas juste parce que c'est rigolo, mais aussi parce que ça permet de vérifier que tout fonctionne bien. Par exemple, ici, on dirait que tout remarche bien, et on pourrait même dire que si on réessayait la commande, ça fonctionne de nouveau. Mais il y a eu des impacts sur une autre application qui est tournée sur le cluster, qui essayait de contacter notre application qui tournait. Et pendant la perturbation, elle a eu un problème, ça a crash. Et on a mal configuré l'application parce qu'il n'y a pas eu de mécanisme de retry ou de redémarrage. Et donc là, l'application reste plantée. Donc ce cas-là, d'avoir une application externe qui reste plantée, c'est un cas qu'on a vraiment eu. Donc il n'est pas exagéré. Et c'est vraiment là ce que le centre du chaos engineering, qui est, on ne fait pas ça juste pour casser ou faire des cas gentils. On est là vraiment pour regarder quelle est la vérité et d'être proactif, parce que potentiellement, ces types de perturbations-là, on les aura en vrai de toute façon, potentiellement plus tard, sauf que c'est mieux de les avoir de manière contrôlée en plein milieu de journée que de les avoir un dimanche à 3h du matin avec des clients qui ne sont pas contents. Donc, pour conclure, au niveau du chaos engineering, c'est quelque chose qui commence à être de plus en plus adopté. C'est pour ça qu'il y a les outils, que ce soit via les outils open source ou les outils des providers. Par exemple, Azure propose leur outil de chaos, sont de plus en plus développés. Et c'est une pratique qu'il faut certes un certain niveau de maturité avant de mettre en place, parce que comme j'en parlais au début, il faut quand même partir d'un état stable avant de pouvoir mettre en place ce type de test. Mais par contre, les retours et les bénéfices sont assez importants
à la fois sur la confidence, mais aussi sur la réduction de perturbations. Donc, merci de m'avoir écouté. Et donc, je ne sais pas s'il y a des questions, et n'hésitez pas à mettre des feedbacks. Des questions? Oui. Merci. Au niveau des perturbations, vous les injectez sur des plateformes plutôt de test, vous allez jusqu'en prod. Est-ce que vous faites du chaos testing sur des environnements critiques ou est-ce que vous vous limitez sur des systèmes qui sont dédiés? Actuellement, on fait les deux. Donc, honnêtement, la plupart de nos tests se font toujours en test système. Disons que les gens de la production n'aiment pas encore suffisamment ça. Cependant, c'est une recommandation que au niveau du chaos engineering, c'est quand même de le faire en production, parce qu'il y a quand même beaucoup de différences entre un test système et des tests de production. Et en vrai, c'est quelque chose. Mais par contre, des tests, on en fait moins souvent, mais on en fait quand même des perturbations sur la production. Et on en fait aussi de manière cachée, parce que là, il y a beaucoup l'aspect technique qu'on a parlé, mais il y a aussi l'aspect de l'incident response, de l'escalation et ce genre de choses, qui est testé quand on fait des perturbations cachées. Et c'est par exemple au sein d'Amadeus quelque chose qu'on a fait en collaboration directement avec Microsoft pour tester le mécanisme d'escalation entre Amadeus et Microsoft. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que tu peux nous montrer de nouveau le logiciel que tu avais montré au tout début? Ouais. Tu peux nous montrer comment ce logiciel-là exploite justement ce que tu viens de présenter au niveau bas niveau, au niveau de la CLI, tout ça? Ouais. En fait, là, sur cette interface, on part du même niveau que ce qui a été fait manuellement, donc juste les pods et ce genre de choses. Mais tout ce que j'ai fait à la main, en fait, c'est ce que fait automatiquement Litmus. Donc à la fois la gestion des helpers, les configurations, l'injection de la commande, enlever la commande, c'est quelque chose qui fait automatiquement. On peut le voir dans le soft justement cette caractéristique-là? Tu veux dire cette caractéristique de l'injection? Ouais, vraiment comment la commande typiquement, est-ce que dans la je peux voir, ouais, je vais exécuter cette commande-là avec tel paramètre en fait? Alors là, par exemple, il y a une partie quand même qui est hard-codée dans la configuration de Litmus. Mais par exemple, ici, là, les 100% de cette configuration, c'est celle qu'on va retrouver quand on fait la commande. Ouais, c'est bon, j'ai compris, c'est le formulaire que j'avais au sein de là. Et après, il y a certaines perturbations où il y a beaucoup plus de configuration. Si par exemple, je prends la CPU hogexec, par exemple, il faut que je la retrouve. Par exemple, celle-ci. Là, de même manière, ça va injecter une commande. Mais là, clairement, on a complètement le contrôle de quelle commande on peut avoir. Donc, et après, tout ça, c'est de l'open source. Donc, même s'il y a besoin, on peut créer de nouvelles perturbations s'il y a besoin. C'est soit en Go, soit en Python. Et donc ça, c'est sur le open source. Et comment tu exploites les résultats de Litmus? Justement, ça te génère des rapports, tu ouvres un ticket Jira? Alors, sur ça, oui, à la fin, il y a des tickets Jira ou d'autres styles. Mais donc, au niveau de Litmus, il propose deux choses. En plus des résultats qu'on peut avoir en regardant manuellement ce qui s'est passé, il fait un score qu'il appelle le Resiliency Score, qui, surtout quand en fait, on a plusieurs perturbations en même temps, voir celles qui se passent bien et celles qui se passent mal. Et l'autre point, entre guillemets, pour faire cette vérification, j'en ai parlé que rapidement, c'est la notion de probe, où en fait, on va pouvoir injecter différents types de vérifications, que ce soit des vérifications par exemple liées à Prometheus et ce genre de choses, à différents moments de la perturbation, et voir si l'hypothèse qu'on avait est bonne ou pas.
Par exemple, on peut tester que le pod était up avant la perturbation et il est bien de nouveau up après. Il y a par exemple aussi un cas un peu plus complexe, qu'au moment de la perturbation, il y a une alerte qui s'envoie. C'est des choses que permet de faire plus de complexité Litmus, et après donc il y a un rapport. C'est vrai que là, j'en ai pas sous la main directement, parce que un peu de problème de réseau pour essayer de l'exécuter, mais je peux regarder, tu peux directement regarder sur le site. Il est plutôt bien documenté. Je pourrais envoyer le lien si besoin. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou... Non. Donc n'hésitez pas après si vous avez d'autres questions directement. Et merci encore de m'avoir écouté.